détail lors des réunions de restitution des résultats et de co-interprétation, mais on avait voulu, avec Olivier et Cyril, vous montrer un peu la vie d'un échantillon de sol quand il sort de vos parcelles jusqu'à au retour que vous allez avoir en termes de résultats post-vendange pour les Côtes de Provence. Voilà, donc c'est une petite animation. C'est un peu un premier test pour nous de voir. On verra au final ce que ça donne d'un point de vue pédagogique. Olivier, on te laisse la main. Oui, Donc tu n'arrives pas à partager l'écran. si, ça arrive. Hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez tous bien l'écran? C'est en train de tourner, nous, là. OK. Fenêtre de présentateur. Cette fenêtre n'est que pour vous. Déplacer là. Oh là là. C'est ton ordi, ça? Donc là, Là, ça tourne pas, Olivier. hop, je Si tu l'as en PPT, peut-être pas ça. Non. et maintenant? On voit ton écran avec différentes fenêtres, voilà. Vas-y, est-ce que l'animation tourne? Là, c'est bon, là, non? Ouais, c'est bon. OK. OK. Du coup, Allez, comme l'a présenté, Cyril, du coup, sur le déroulé du projet, moi, du coup, enfin, c'est sûrement la question que vous vous posez, c'est, à partir du moment où on a prélevé, les sols sur vos parcelles et la séance de restitution, que deviennent les échantillons de sol? Donc pour cela, je vous propose de suivre, un peu, cette histoire sous forme d'un storyboard, avec du coup un échantillon de sol, nommé Terminus, qui du coup, vous allez pouvoir suivre son histoire, donc de sa création jusqu'au rendu des diagnostics de qualité sur vos parcelles et sur l'ensemble du territoire. Donc pour ça, on aura donc deux protagonistes que vous allez pouvoir suivre. Donc un premier protagoniste qui est dans un sachet, qui servira du coup à la physico-chimie des sols, et un deuxième protagoniste qui, lui, est dans un pilulier qui, lui, servira à la biologie moléculaire. Donc si je reprends chronologiquement l'histoire du coup des échantillons de sol, on va commencer par l'échantillonnage donc de vos parcelles qui s'est déroulé en novembre 2022. Donc avec un échantillonnage qui donne vie à cet échantillon de sol à partir de 15 carottes prélevées dans 3 interrangs de la parcelle qui ont subi des pratiques identiques. Donc une fois que cet échantillon de sol est prélevé et que toutes ces carottes sont poulées entre elles, on stocke toujours en novembre 2022 les échantillons de sol entre 5 et 10 degrés pendant 2 jours environ, afin d'éviter toute modification chimique et biologique du sol liée à la température. C'est également pour ça que lors du transport, on aura besoin du coup de mettre nos échantillons de sol dans des glacières pour éviter tout choc thermique. Dès notre arrivée sur Dijon, de mettre tous nos échantillons de sol directement dans un endroit réfrigéré pour éviter cette dégradation d'ADN et ces modifications biologiques et chimiques au sein du sol. Du coup, avant la séparation et la création d'un pilulier pour la microbiologie, on tamise les sols du coup à peu près 2 millimètres pour éliminer tous les cailloux ou débris végétaux qui pourraient perturber les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Donc après cette phase d'échantillonnage, donc c'est la phase de conditionnement avec, comme je vous le disais, la création d'un pilulier pour la microbiologie et d'un sachet pour la physico-chimie. Donc, euh, donc ce pilulier, du coup, pour la microbiologie, ira directement à l'INRAE de Dijon, là où toutes les analyses que je vais décrire par la suite seront faites. Et un premier sachet qui ira, du coup, lui, au CNRS de Paris, où le carbone du sol sera analysé, et c'est ce que Pierre Barré vous développera un peu mieux dans la suite. Et un deuxième sachet qui, lui, sera envoyé à l'INRAE d'Arras, au laboratoire d'analyse des sols, pour y subir toutes les analyses de la physico-chimie. Donc, si je poursuis avec la physico-chimie, on a tout d'abord des échantillons qui sont séchés pendant 48 à 72 heures
afin d'y subir du coup les principales analyses physico-chimiques, donc vous pouvez tous connaître, donc carbone, azote, pH, texture, et qui sont du coup comparés à un référentiel pour limiter et pour lisser l'effet terroir. Et de ça, on découle du coup des données brutes, des données physico-chimie brutes. De la même façon, donc, sont réalisées les analyses du carbone du sol, avec pareil un séchage des échantillons du coup, qui seront envoyés au CNRS pour y subir la technique du coup Rock-Eval qui provient de la pétrochimie. Du coup, c'est une technique qui vise à pyrolyser les sols et avoir la capacité du carbone à résister à la pyrolyse. Donc, c'est à très haute température et pour en déduire du coup une quantité de carbone organique stable et de carbone organique actif qui sont dans les sols. Et après être comparé à une base de données et un référentiel que le CNRS obtient, du coup, nous déduira des données brutes sur le carbone organique des sols. Donc, après avoir fait ces deux analyses donc, de physico-chimie et de carbone organique, j'en viens maintenant aux analyses de la microbiologie des sols qui sont réalisées à l'INRAE de Dijon par nous-mêmes. Donc, tout d'abord, une première phase d'extraction de l'ADN des virus du sol est nécessaire. Car oui, dans les sols, comme l'a dit Lionel, c'est un environnement qui est très très riche en micro-organismes et où donc pour les quantifier avec les nouvelles techniques qui sont disponibles aujourd'hui, on va pouvoir s'intéresser uniquement à l'ADN. Donc pour cela, on fait pareil une étape de déshydratation des sols, mais qui ne se fait pas à l'air libre, mais plutôt par cryolyophilization, donc une déshydratation à très très basse température, à -80. Donc ça a été réalisé en janvier. Puis en les laissant à très basse température, là vient l'étape d'extraction pure d'ADN des sols, où du coup on va pour extraire les microbes et l'ADN qui est dans ces microbes du sol, on réalisera une lise physique, chimique et thermique de façon à prendre de façon exhaustive l'ADN qui est compris dans tous les microbes du sol. Donc, après cette lise, on récupère un surnageant, donc un liquide qui est en suspension avec l'ADN, puisque c'est l'ADN qui nous intéresse qui est dans ce liquide. Et donc, on voit sur cette image une diversité de couleurs qui traduit du coup une diversité de matières organiques et une diversité de sols. Seulement, à cette étape-là de notre analyse, on n'a pas essentiellement l'ADN, vu que la couleur provient de pigments et d'autres résidus du sol. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, donc, ça va être des étapes de déprotéinéisation et de purification du sol qui visent à enlever les impuretés du sol et à les faire se regrouper dans un culot. Donc, toutes ces grosses molécules, pendant que nous, on prélèvera l'ADN qui est compris dans le liquide en suspension. Donc ça a été réalisé en janvier. Et à la fin, on obtient un Eppendorf avec l'ADN global du sol, donc un ADN qui est dit brut. Et de cet ADN, nous pouvons en déduire nos 3 analyses microbiologiques des sols qui nous donneront nos indicateurs. Donc d'abord, une PCR quantitative et un ratio entre les ADN 16S et 18S, où je vous explique de suite ce que signifie ADN 16S et 18S, avec en deuxième analyse un séquençage du coup des ADN pour savoir quels ADN correspondent à quelles espèces. Et enfin, des biomasses moléculaires microbiennes qui nous indiquent sur la quantité totale d'ADN qui est compris dans le sol. Donc, comme je vous disais, l'ADN 16S, c'est un ADN qui est spécifique aux bactéries, donc qui sera en bleu par la suite, et un ADN 18S qui, lui, est spécifique aux champignons. Donc, comme l'ont dit Lionel et Cyril avant, nous, on s'intéresse essentiellement aux bactéries et aux champignons qui sont compris dans les sols, vu que ce sont les protagonistes principaux de la minéralisation. Voilà. Donc, pour en revenir du coup sur la biomasse moléculaire microbienne, donc c'est une analyse qui s'intéresse à la quantité totale d'ADN des sols. Donc, pour ça, donc on regarde après une électrophorèse par fluorescence la quantité totale d'ADN du sol.
En fait, on intercale un marqueur fluorescent dans les brins d'ADN qu'on aura isolés pour regarder en fonction de l'intensité de fluorescence une concentration du coup croissante d'ADN dans le sol qui nous permettra de déduire du coup d'une quantité totale d'ADN, mais sans faire à cette étape-là la distinction entre les différents ADN. On regarde juste la molécule ADN en elle-même. Ensuite, pour l'étape de séquençage, du coup, là, on s'intéresse vraiment aux espèces du coup, qui sont présentes au sein de ce groupe bactéries et de ce groupe champignons. Donc, pour ça, du coup, on a besoin d'aller regarder l'ADN dans le détail. Pour ça, on va du coup multiplier dans un très grand nombre, donc 2 exposant 30, donc les ADN qu'on aura marqués. Donc, c'est une espèce de grande photocopieuse qui prend une séquence d'ADN et qui la multiplie selon un très, très grand nombre de fois pour qu'on puisse l'observer après lors du séquençage. Et le séquençage, c'est un espèce de lecteur de code barre qui va du coup lire la séquence d'ADN et en comparant du coup à une base de données avec de la bioinformatique, nous donner une séquence et un nom d'espèce. Et donc, avec du coup ces séquences et ces noms d'espèces, on aura du coup une diversité bactérienne en bleu et une diversité fongique, une diversité de champignons en vert. Et, ça nous donnera du coup un indice aussi de la qualité des sols, mais j'y arrive par la suite. Et la dernière mesure qu'on fait, c'est une mesure d'un ratio, donc un équilibre en fait entre les champignons et les bactéries. Et cette mesure, du coup, se fait par PCR quantitative. Donc, comme la PCR utilisée pour le séquençage, c'est une espèce de grande photocopieuse, donc une multiplication d'ADN, mais qui, cette fois-ci, regarde en continu la quantité du coup de champignons et de bactéries, de la même façon que la biomasse, par une intensité de fluorescence. Et donc, de cette quantité en continu, on va pouvoir en déduire un ratio entre champignons et bactéries. Et donc, j'en reviendrai encore par la suite, de vous parler de ce ratio et de ce que ce ratio peut apporter du coup sur vos sols. Donc, de ces 3 analyses, donc biomasse, séquençage et qPCR, donc on en déduit des données, donc des données sur l'abondance microbienne pour la biomasse, des données sur la diversité microbienne pour le séquençage et des données sur un équilibre microbien pour le qPCR et le ratio entre les ADN 18S et 16S. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, j'ai conscience que je vais un peu vite. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Donc je vais repartir maintenant de mes données brutes, donc d'abondance microbienne, de diversité microbienne et d'équilibre microbien, pour déduire du coup par la suite ce qui va un peu plus vous intéresser et vous montrer comment on rentre dans le détail pour arriver au diagnostic. Donc, cette analyse de données brutes par bioinformatique et par biostatistique va nous donner, en comparant au référentiel national et aux cartes que vous présentez Lionel tout à l'heure, donc pour la qualité microbiologique des sols, donc c'est le RMQS, qui nous donne une fiche, donc les fameuses fiches dont vous parlez Cyril tout à l'heure sur les indicateurs microbiologiques. De la même façon, avec les données brutes de physico-chimie et en comparant à un référentiel national, donc que ce soit pour le pH, la texture, l'azote, le carbone, tout ça, donc ça va être comparé, on va pouvoir obtenir, en comparant à ce référentiel, une fiche sur les indicateurs physico-chimiques. Et vous l'aurez compris, ça en va de même pour le carbone organique, qui, avec le référentiel national du CNRS, qui sera mieux détaillé par Pierre Barré par la suite, nous donnera du coup une fiche sur les indicateurs carbone. Donc, ces fiches sont des indicateurs qui seront propres à votre parcelle et aux sols qui ont été échantillonnés, puisqu'on ne mélange pas tous les sols des différentes parcelles. Donc, une fois qu'on a ces 3 fiches, toujours par traitement informatique, on obtient un diagnostic de la parcelle, donc pour voilà, voir si vous avez un état à surveiller, un état dans le rouge, dans le orange, dans le vert, voilà, pour donner vraiment un diagnostic sur la parcelle. Sur le territoire des Côtes-de-Provence, on a donc 66 parcelles
avec 18 en biodynamie, 22 en bio, 23 en conventionnel et 3 en vin nature. Donc, ces diagnostics sont mélangés du coup à l'échelle du territoire et par traitement informatique permettront de nous donner un inventaire de la qualité des sols du territoire. C'est là qu'interviennent du coup les pratiques du coup pour différencier cet inventaire de la qualité des sols du territoire. Donc, ces pratiques viticoles qui seront interprétées par biostatistique et par informatique permettront de nous donner du coup un indice de la qualité des sols, donc par pratique, donc que ce soit enherbement, travail du sol, amendement, donc un indice selon les pratiques et les modes de production au sein du territoire. Donc, l'idée, du coup, c'est d'avoir vraiment une vision d'ensemble du territoire et de faire des typologies par pratique qui interviennent à la fin pour nous donner vraiment la qualité des sols sur le territoire, que ce soit par les pratiques et les modes de production. Voilà, j'espère avoir été clair. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Alors, merci Olivier. Donc, on s'est prêté à l'exercice de vous montrer vraiment la vie d'un échantillon de sol, parce que c'est vrai qu'on discute avec vous, on vient échantillonner sur vos parcelles dans Ecovitisol, et puis on vous revoit presque un an après, on vous redonne des résultats. Alors, même si on vous explique un peu ce qu'on fait là, c'est vrai qu'Olivier nous a fait un petit peu ce storyboard, comme il dit, et même storytelling sur la vie de l'échantillon. Alors, on est conscient que c'est assez technique, hein, mais le but, c'est pas de vous montrer toute la cuisine qui est autour, mais c'est de vous montrer quand même que, voilà, d'un point de vue technicité, d'un point de vue traitement de l'échantillon, il y a tout un processus scientifique derrière et de haut niveau, que ce soit pour la biologie moléculaire, donc la microbiologie, le carbone ou la physico-chimie, donc des choses assez classiques ou un peu plus récentes, modernes. Voilà. Alors, en termes de questions, j'en ai répondu à 2 dans le chat, à Aurélie, donc en interne, voilà, s'agit-il d'amendements organiques ou d'engrais organiques voilà, par rapport à Ecovitisol dans les autres territoires? C'est ce que je te dis, on avait construit des enquêtes un petit peu diffuses et on n'avait pas cette distinction, même si on la voyait sur le terrain. Elles sont un peu plus affinées au niveau des Côtes de Provence et on saura la typologie des amendements organiques précisément et leur quantité, leur récurrence d'application. Le problème, c'est que quand on commence à rentrer dans ce monde des amendements organiques en viticulture, ça peut être très complexe, très diversifié. Donc, souvent, on accumule une information très précise, mais on la simplifie au final pour faire nos typologies d'itinéraires techniques, parce que sinon, on aurait presque autant d'itinéraires techniques que de parcelles, voilà, de regroupements. Et puis, comment on construit la note finale? Eh ben, je crois qu'Olivier vient de répondre à ta question sur les différents indicateurs. Et puis, il y a une autre question avant de passer à toi, Aurélie, s'il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce qu'une parcelle en vin nature? Eh ben, avant de venir en Côte-de-Provence, on ne savait pas trop, mais là, on en a vu, notamment, alors, je sais pas, ceux qui ont échantillonné cette parcelle ne sont pas avec nous ce soir. Moi, je l'ai vu. Je Tu pense l'as que... vu, Antoine? Oui, voilà. Alors, bah, tiens, en plus, Ah, tu es plus à même de la décrire pour ton territoire. alors, à la base, c'était une parcelle en biodynamie, mais il s'avérait que la personne n'était pas en biodynamie. Et on l'a quand même mis en vin nature, mais en fait, on aurait pu appeler ça une parcelle en non-culture, hein, parce que en fait, la personne faisait absolument rien sur la Oui. parcelle. Donc voilà. D'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu ce viticulteur, puisqu'on n'a plus de réponse. Mais bon, ça, c'est un autre problème. D'un autre côté, on n'a plus de réponse sur les enquêtes, mais vu qu'il faisait rien sur sa parcelle, Mais en c'était fait, facile à répondre. il n'y avait aucune intervention. Je pense à un petit peu de taille quand même en hiver. Mais en termes de gestion de la couverture, d'amendement ou même de protection de la culture, je crois qu'il n'y a vraiment rien. Alors, on Ouais. va quand même garder, échantillonner. Et je ne dis pas que ça va être un référentiel, hein, parce que ça ne va pas être la référence écologique de la vigne, parce que je crois qu'en rendement, il était à 5-6 hectos. Donc, il faut qu'il y ait aussi une réalité économique quand même au système. Donc, mais c'est toujours intéressant de l'avoir et de voir ce que ça peut donner. Aucune intervention. Alors, ça ne donne pas beaucoup de rendement, hein, ça c'est clair. Mais bon, d'un point de vue écologique, on verra. Et c'est vrai qu'il, comme il s'est déclaré en tant que vin nature, je pense que du coup l'équipe de Vinrail l'a marqué comme vin nature, mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas réellement un label, quoi. C'est pas Et vraiment non, parce que un itinéraire technique particulier, mais c'est vrai que comme c'était un peu un spécimen rare, on l'avait faut se marqué. méfier de l'appellation vin nature, parce que des fois, c'est assimilé aussi au vin sans sulfite ajouté, des choses comme ça. Donc, il y a quand même derrière vin nature une autre dénomination. Il y a une autre question que je relaye. Ah, celle-là, elle est pour toi, Lionel, parce que la SRD. Les analyses microbiologiques au laboratoire SRDV. Est-ce qu'on peut les interpréter en s'appuyant sur le référentiel national? SRDV, c'est du Bernet? C'est Ouais, ça?
C'est la même chose, je pense. Alors, Mais la réponse est non. La réponse est non, parce que merci pour la confirmation du Vernet. Donc, c'est un laboratoire qui vient de l'œnologie et qui, dernièrement, a développé des analyses sur la microbiologie des sols, qui sont des analyses, si je crois bien, en cytométrie de flux. Et non, ce n'est pas la même approche. Je ne me prononçais pas sur la méthode cytométrie de flux, en tout cas ce soir. Mais en tout cas, ce n'est pas la même approche que la biomasse microbienne avec des outils moléculaires. Donc non, on ne peut pas utiliser notre référentiel national sur la biomasse moléculaire microbienne pour interpréter des analyses avec une autre technologie de quantification des micro-organismes. Alors, ça peut peut-être un peu incompréhensible. On dit, mais oui, mais ça reste des micro-organismes. Non, ce n'est pas la même façon. D'un côté, on dénombre de l'ADN, de l'autre, on visualise des bactéries et des champignons qui passent devant un lecteur optique, ce qui est des fois un petit peu biaisé, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Donc non, ce n'est pas possible. Désolé. En tout cas, ne cherchez pas à le faire, vous allez aller dans l'erreur. Et s'il n'y a pas d'autres questions, parce qu'on a un petit peu de retard, mais on s'y attendait un petit peu aussi, il n'est pas encore trop catastrophique. Si vous avez d'autres questions, même sur les premières parties, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Soit je réponds en live, regardez le chat, et puis soit je les poserai suite à Aurélie ou à la toute fin et j'y répondrai. Mais voilà, donc je vous propose qu'on laisse la parole à Aurélie Mettet. Aurélie, on te laisse la main. Olivier, tu te peut-être laisses. Oui. C'est bien, tout le monde est encore là, on n'a perdu personne, donc peut-être la fin se faisant sentir.